Cet épisode, nous allons voir les meilleures listes du Moab 40K GT. Et nous commençons avec un showdown. Pour la première liste, nous avons une liste Thousand Suns. Dans cette liste, nous avons un bataillon, non pas en culte de la duplicité, mais en culte de la magie. En QG, nous retrouvons Harryman avec en pouvoir psychique Doombolt, Weaver of Fate, Temporal Surge, ainsi que son disque. Ensuite, nous avons un sorcier exalté avec en pouvoir psychique Gaze of Hate, Finch Firestorm. En trait de seigneur de guerre, nous avons celui du culte de la magie, Devastating Sorcery. Il a un disque de Tzinch et l'amélioration Reati. Enfin, pour finir avec les choix de QG dans ce bataillon, nous avons un Infernal Master en pouvoir psychique Glamour of Tzinch, en pacte Inferno Glimpse of Eternity, Maléfique Maelstrom et en relique l'Umbralifique Crystal. Du côté des troupes, nous avons 4 unités de rubrique Marines. 2 unités possèdent l'icône de flamme, ainsi que des Warpflame Pistols et des Warp Flammers sur les rubriques Marines. Pour ce qui est du pouvoir psychique, c'est le même pour les deux, Temporal Surge. Du côté des 2 dernières escouades, nous avons évidemment le Warpflame Pistol sur le sorcier, l'icône de flamme sur l'unité, et pour ce qui est du pouvoir psychique, sur la première unité, nous avons Présage et l'équipement Soul Reaper Cannon. Sur la deuxième, nous avons le pouvoir psychique Kakodamon et Curse et le Soul Reaper Cannon aussi. En élite, nous retrouvons une unité de 9 Scarab Occult Terminator avec le pouvoir psychique Empiric Guidance, le Rite of Coalescence pour l'amélioration, et en termes d'armes spéciales, nous avons un Soul Reaper Cannon. Comme dernier choix d'élite, nous avons le Tsangor Shaman en seigneur de guerre cette fois-ci, parce que c'est le seul moyen de lui donner un trait de seigneur de guerre, en l'occurrence Seeker After Shadows, offrant un point de cabale supplémentaire, et une amélioration pour lancer les actions psychiques. Pour ce qui est du pouvoir psychique, nous avons Perplex. En attaque rapide, nous avons un Chaos Spawn pour garder l'objectif dans sa zone de déploiement. Et enfin, nous avons un dernier détachement Vanguard en Chaos Demon, avec l'allégeance de Tzinch. En QG, nous avons Keros Fate Weaver. Et en élite, nous avons 3 unités de flammeurs, une de 6 et 2 de 3. Pour ce qui est du reste du showdown, nous avons comme adversaire, dans l'autre coin de la table, un joueur Imperial Knight. Dans cette liste Imperial Knight, nous sommes en Maison Krast. Pour ce qui est des serments chevaleresques, nous avons Defend the Realm et Protect those in need. Nous commençons avec une première unité de 3 Armigers Elverine avec la relique le Home du Bâtard, une autre unité d'un seul Armiger Elverine avec ses équipements classiques. On enchaîne ensuite avec une unité de 3 Armiger Warglaive équipée de Meltagun, une autre unité de 3 Armiger Warglaive cette fois-ci avec seulement 2 Meltagun, et nous finissons avec un chevalier paladin avec en personnage Nightlance, en cour exalté le Master of Vox, la relique The Helm Dominatus, le Révérend Parangon, la Stormspear Rocket Pod. Bien entendu, c'est notre seigneur de guerre, et pour cela, il aura 2 traits de seigneur de guerre. Le premier qui est celui de Krast, le First Knight, et le deuxième, c'est le Révérend Knight. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les Thousand Suns et les démons ont l'air d'être une vraie affaire. Et cette liste s'appuie sur ce plan de manière très forte. Non seulement un essaim de flammeur est présent, mais la liste augmente suffisamment le niveau de puissance du contingent des Thousand Suns via des unités de 6 figurines pour que Keros Fate Weaver puisse rejoindre la bataille. Apportant une incroyable puissance de feu psychique, une perturbation et une régénération de points de commandement, ainsi qu'un Warp Locust pour les flammeurs. En plus de cela, cette construction est conçue pour débloquer et utiliser une petite interaction. Le rituel de cabale psychique Maelstrom, qui vous permet de répéter un pouvoir psychique de feu sorcier qu'un autre lanceur de sort a fait. Cela ne nécessite pas que ce lanceur de sort soit Thousand Suns. Ici, cela signifie que si Keros lance Infernal Gateway, l'un des psycheurs Thousand Suns peut le répéter. Et vous ne vous en doutez pas. Il y a un sorcier exalté avec Devastating Sorcery pour le déclencher de manière fiable. Cela signifie que cette liste peut lancer 2 Infernal Gateway et un Astral Blast à chaque tour, ce qui est totalement horrible pour toutes les armées, particulièrement celle de mêlée. Ce qui n'a guère d'importance ici, car les chevaliers sont une liste qui peut éviter de trop se regrouper. Ne vous méprenez pas, ils détestent la quantité de puissance de feu psychique qui leur arrive ici. Mais ils en évitent le pire. Et aussi, au moins en partie, ils ne vendent pas certaines des autres choses qui se passent ici. Les flammes ont suffisamment de tirs pour ne jamais être hors de propos, surtout si Keros choisit de lancer des flammes infernales sur eux. Mais les Warglaives ne sont certainement pas leur cible idéale, et les chevaliers sont très efficaces pour les tuer en réponse. Les Thousand Suns sont également configurés pour jouer sur l'interrogation psychique. Mais les chevaliers n'ont qu'un seul personnage, et c'est quelque chose que les forces de Tzinch vont idéalement vouloir tuer. De plus, si les chevaliers n'aiment pas du tout les dégâts que représente Tzinch, ils sont également très efficaces pour éliminer la plupart des ennemis qu'ils affrontent. Keros est certainement un problème, car il est difficile à tuer pour le tir, et n'a aucune raison réelle de s'exposer à la mêlée. Mais tout le reste mourra facilement par la mêlée des Warglaives ou le tir des Elverine. Le First Knight sur le Paladin est également extrêmement effrayant, car il permet de devenir objectif sécurisé sur demande, donc jusqu'à ce qu'il soit mort. Ils peuvent sérieusement perturber les plans de marquage des Thousand Suns.
Tout cela s'additionne pour donner aux chevaliers un plan qui ressemble assez solide. Envoyer le paladin et un petit contingent d'armigueurs pour attaquer l'objectif prioritaire de Tzeentch, et faire passer un Warglaive au centre pour effectuer Renew the Oaths à chaque tour pendant que cela se passe. Abort, Renew, Yield leur donne un plan de score assez efficace que les Thousand Sons ne peuvent pas vraiment égaler, à moins qu'ils n'éliminent rapidement les chevaliers de la table. C'est donc là que réside leur objectif, exploiter toute leur puissance psychique et leurs outils de gestion des dégâts pour éliminer les chevaliers aussi vite que possible, en utilisant probablement des secondaires de fin de partie comme brûler les empires, Burn Empire, pour revenir au score une fois que c'est fait. Le fait que Brigand Dawn soit un cadeau pour eux, en plus de cela aide certainement en tant que joueur de Tzeentch. Le fait que Brigand Dawn soit un cadeau pour eux, en plus de cela aide certainement. Et tant que le joueur de Tzeentch reconnaît que c'est un jeu qui exige de l'agressivité de leur part, je pense qu'ils ont une chance. Après tout ce qui a été dit et fait, les chevaliers ont clairement réussi à tirer parti de leur bon potentiel de marquage pour obtenir un score élevé. Mais les dessins maléfiques de Tzeentch ont tout de même remporté la victoire. Les Thousand Sons l'emportent 88 à 76. Pour ce qui est du débrief de la liste Thousand Sons, principalement abordée dans l'épreuve de force, le showdown, cette construction joue à fond sur la synergie du démon de Tzeentch, en sacrifiant l'accès à la mobilité de la duplicité pour un rendement de blessures mortelles de zone quasi inégalé. Honnêtement, ça marche. C'est différent et excitant. Et je pense qu'avoir les flammes dans la liste signifie que vous avez moins besoin de Sorcerous Facade. Il n'y a vraiment rien de plus Tzeentch que de viser et être le meilleur pour tuer l'adversaire avec son esprit. Et félicitations à Jordan pour avoir complété une semaine franchement exceptionnelle pour le changeur de voix. À la deuxième place, nous retrouvons une liste orc. Cette fois-ci, nous avons des goffs. Donc dans ce bataillon en Ocelot, nous avons un nob sur Smasha Squig, avec le trait de seigneur de guerre brutal but cunning et la relique Edwopa Killshopa. Du côté des QG, nous avons un Beast Boss sur Squigozor avec en trait Hardened Nails, en relique Beast Hide Mantle. Deuxième QG de ce bataillon, nous avons un World Boys avec en pouvoir psychique le Warpass et le Fist of Gork. Du côté des troupes, nous avons 2 unités de 10 Beast Naga Boys et une seule unité de Gretchin. En élite, nous retrouvons 2 unités de 5 commandos, mais une seule des deux est équipée d'une Power Claw sur le boss. En attaque rapide, nous retrouvons une unité de 3 Defcopta et 2 unités de 3 Squigog Boys, chacune avec leur Bomb Squig. Du côté des soutiens, nous avons 2 Killrig avec un pouvoir psychique sur le premier, Puzzle et Squiggly Curse. Pour ce qui est du deuxième, nous avons Roar of Mork et Beast Scent. Enfin, pour finir avec ce bataillon, on a un volant Blitzabomber et un Wasbomb Blastajet, avec ses 2 téléports Mega Blasta, son Bomb Boys, son Stick Bomb Flinga et ses 2 Super Shooters. Pour finir avec cette liste complète, nous retrouvons un détachement Supreme Command avec Ghazghkull Traka lui-même et son trait de seigneur de guerre Proper Killy. Aller vite et écraser les choses est une formule gagnante chez les orques. Mais il est intéressant de voir une autre construction réussie de Gov qui s'attaque aux avions en plus de la partie terrestre. Je me demande si cela n'est pas dû à la prédominance des Sunshark et des Harpies dans le metagame. Si vous n'avez aucune réponse à leur opposer, il est extrêmement difficile de rester sur la table. Donc peut-être que le calcul est que vous devez avoir une chance d'en éliminer un rapidement si vous voulez jouer une armée comme celle-ci. Brad a en fait battu une Armeto avec 2 Sunshark lors de la dernière ronde, pour terminer l'événement invaincu. Donc si c'était le plan depuis le début, félicitations pour la victoire extrême. Du côté du Best of the Rest, nous avons la 3e place Alexander Inglesios en Culte Mechanicus, 4e place Luc Greco en Démon du Chaos, 5e place Chris O'Neill en Imperial Knight Maison Taranis, 6e place Joshua Hines en Écran Éternel Expansionniste, 7e place Nathan Princey en Adeptus Custodes, élu de l'Empereur, en 8e place nous avons Jayman en Tau avec le 7 Tau.